Bonjour, nous allons revenir ensemble sur le sujet de culture générale qui a été donné en 2020 au concours de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation. Ce sujet était « Peut-on réinsérer sans assister ?» L'introduction sera pour l'essentiel consacrée au travail sur les mots, à la fois bien rappeler que la réinsertion, ce n'est pas la première insertion dans la société. Cela concerne des personnes qui ont quelque part quitté la société. Et en même temps, bien voir qu'on doit traiter tout ce qui se rapporte à la réinsertion et non pas seulement à celle qui concerne les personnes suivies par les services pénitentiaires d'insertion et de probation. Ça va bien au-delà. Quand bien même ce sujet a un caractère assez professionnel pour un concours de DPIP, ça reste de la culture générale et on ne doit pas hésiter de parler, par exemple, des chômeurs de longue durée, des personnes handicapées, etc. Voilà, ça c'est pour réinsérer. Pour ce qui est de assister, en fait, souvent, lorsqu'on a du mal à voir le sujet, on peut s'interroger, on l'a déjà dit, vous le savez, l'ISP, sur les mots qui sont autour des mots-clés du sujet. Et assister, cela renvoie à deux termes, assistance et assistanat. Et pour faire court, l'assistance que l'on doit prodiguer pour réinsérer, c'est oui. L'assistanat, c'est non. C'est oui, c'est non par rapport à ce qui est toujours notre référence en culture générale, c'est-à-dire notre modèle de société, nos valeurs finalement, celle d'une société d'individus autonomes, celle d'une société de liberté, d'une société démocratique et solidaire. Voilà. Quant à la problématique, pas la peine de la rechercher en introduction, elle est donnée. La question qui est posée, peut-on réinsérer sans assister, a tout d'une question problématique, et donc nous allons nous tâcher d'y répondre. Avec cette idée, finalement, assister oui, faire de l'assistanat non. Grand 1, l'assistance due aux personnes en réinsertion doit se garder du risque de l'assistanat. 1A, assister les personnes en voie de réinsertion est une exigence pour la société. Et là, nous allons rappeler donc effectivement que un des objectifs de l'État, c'est de permettre un fonctionnement harmonieux de la société et notamment d'assurer la cohésion sociale, de permettre à la société de fonctionner de façon inclusive, de s'assurer que les individus dans la société vivent ensemble, donc il y a vraiment une cohésion sociale, donc c'est toutes les politiques de lutte contre l'exclusion, etc., et de s'assurer que dans ce vivre ensemble, chacun peut bénéficier de l'ensemble des droits et des opportunités offerts par la société, notamment le droit à la mobilité sociale, ou l'opportunité que peut représenter la mobilité sociale. Telle est une des missions de l'État, des services publics, et donc il y a en quelque sorte une exigence pour une société comme la nôtre que de réinsérer les personnes qui, provisoirement, sont en quelque sorte un peu sorties de la société. De même que notre société s'engage travaille beaucoup à la première insertion, notamment celle des jeunes. On sait que l'insertion des jeunes, l'égalité des chances, l'emploi, le chômage des jeunes sont des grands sujets pour les pouvoirs publics. De même, on doit aussi travailler à la réinsertion dans le même esprit au service de cette société de vivre ensemble. Il faut d'autant plus le faire lorsque une assistance est d'autant plus nécessaire lorsque les personnes n'ont pas justement les ressources pour s'insérer ou, en ce qui nous concerne, se réinsérer. Voilà. Et donc, c'est la question, cette aide est un droit lorsqu'on ne dispose pas des ressources qui permettent de retrouver sa place dans la société, ressources matérielles, un logement, un emploi, ressources culturelles, l'éducation, les codes qui permettent de trouver sa place naturellement dans la société, ressources aussi relationnelles, sociales, des personnes qui sont isolées ou qui se sont retrouvées isolées
de la société ont besoin d'une assistance pour reprendre pied, car ils ne peuvent compter sur leurs ressources propres. Voilà. 1B, le piège de l'assistanat. Un des risques quand même de cette assistance que l'on peut donner aux personnes, compte tenu des trop faibles ressources qu'ils ont pour assurer leur propre réinsertion, eh bien c'est que finalement ces ressources apportées par l'assistance leur deviennent indispensables. Qu'il s'agisse, donc on rappelle, de ressources matérielles, une assistance, une aide financière, une allocation, un logement, une aide au logement, un emploi aidé, ou d'une aide relationnelle, notamment avec la présence de travailleurs sociaux ou l'inscription dans un groupe, une communauté aidante qui leur permet de retrouver finalement une vie sociale. Voilà. Il y a un risque que cela devienne indispensable aux individus, et là, on serait en contradiction avec le projet même de la réinsertion dans une société comme la nôtre. En effet, nous sommes certes une société soucieuse du vivre ensemble, de la cohésion sociale, bien sûr, une société de solidaire, soucieuse de l'égalité des chances, mais en même temps, nous sommes une société qui est au départ fondée sur le paradigme d'un individu libre et autonome. Et le fait de créer une situation dans laquelle des membres de la société ne soient pas autonomes et aient continuellement besoin d'assistance pour trouver leur place dans la société, tel ne peut pas être l'objectif de la réinsertion dans une société comme la nôtre. Pourtant, l'assistanat, il faut bien le dire, est un véritable risque. Non seulement un risque du fait des acteurs de la réinsertion eux-mêmes, il y a chez les personnes qui bénéficient d'une assistance, et peut-être même aussi chez les travailleurs sociaux qui sont avec eux, une espèce de confort qui pourrait être de conserver cette relation, qui est sécurisante, qui est valorisante, voilà, qui est moins risquée finalement que la véritable réinsertion dans le grand bain de la société. Mais au-delà des acteurs de la réinsertion eux-mêmes, il y a peut-être dans notre société aujourd'hui un certain nombre de tendances ou de discours qui tendent vers le risque de l'assistanat. Et on va noter, comme souvent en culture générale d'ailleurs, que ce sont des discours ou des tendances assez contradictoires finalement, qui au final peut-être entretiennent le risque de l'assistanat. Le premier discours, c'est celui de la nécessité d'assistance généralisée. C'est résumé dans un livre de Michel Schneider qui s'appelle Big Mother, comme si les États modernes finalement assuraient leur contrôle sur la société en convainquant les individus de la nécessité pour eux d'être pris en charge par l'État, par une espèce de grande maman maternante, l'État maternant. Voilà, et c'est une tendance que l'on retrouve dans notre société avec, au-delà même de l'État, dans la société civile aussi, avec une tendance à la psychologisation des difficultés, à la médicalisation des difficultés sociales ou relationnelles. Sous-entendu, on ne peut pas se passer de médicaments, de psychologues, d'assistances diverses et variées. Le développement du coaching, de l'accompagnement sous toutes ses formes, de l'école, du coaching scolaire jusqu'au coaching des cadres dirigeants, qui laisse entendre que finalement, dans tous les rôles de la vie, on a besoin d'une assistance, d'une aide, d'un tuteur, et que dans une telle société, eh bien, a fortiori, les personnes qui sont dépourvues de ressources ou qui ont des réelles difficultés à trouver leur place dans la société pourraient finalement se trouver légitimées dans l'idée qu'elles auront ad vitam besoin d'être assistées. Ça, c'est un premier discours. Un autre discours contradictoire, mais qui finalement arrive à la même chose, c'est le discours plutôt néolibéral. On sait que depuis la fin des années 70, nos sociétés sont traversées par un renouveau de la pensée économique libérale. Ce discours néolibéral qui a plutôt tendance à culpabiliser, à stigmatiser ceux qui bénéficient de la solidarité collective, puisque le paradigme libéral, c'est précisément une régulation par le seul marché d'individus
en compétition les uns avec les autres, plus dans des logiques de concurrence que d'entraide, considérant que toute forme, et donc condamnant quelque part, toute forme d'assistanat, stigmatisant les personnes qui en bénéficient. Le discours néolibéral est très en défaveur de tous les systèmes d'aide, d'allocations de chômage longues, de minima sociaux, de salaire minimum, etc., en considérant que ça amène à ce qu'on appelle des trappes à pauvreté. C'est-à-dire que les gens, finalement, puisqu'on les aide dans des conditions de situation défavorables dans la société, vont se complaire ou finalement trouver un certain confort, une certaine sécurité à rester dans ces situations au lieu de faire les efforts d'elles-mêmes pour s'élever dans la société et pour retrouver une place sur le marché sans aide artificielle. Voilà. Donc tout ce discours-là, finalement, tend à assimiler toute assistance à un assistanat et donc renvoie aussi aux personnes que l'on aide le sentiment qu'elles sont assistées, finalement. Et en quelque sorte, finalement, entretient l'idée que peut-être qu'elles sont assistées et qu'il en est ainsi. Voilà. Donc il y a un piège de l'assistanat qui n'est pas conforme à notre projet de société, mais qui menace effectivement toute assistance. Grand 2, face aux nouveaux défis de l'inclusion, des efforts de l'ensemble de la société sont nécessaires pour parvenir à réinsérer sans assister. 2A, l'ampleur nouvelle du défi de la réinsertion. Alors en effet, on va rappeler en 2A que la question de la réinsertion est une question sans doute qui va prendre une ampleur plus importante demain qu'aujourd'hui. Et donc il est très important de trouver une façon de réinsérer les gens conformément à nos valeurs. L'enjeu qu'on a vu en grand 1, de l'assistance oui, de l'assistanat non, est d'autant plus, l'enjeu est d'autant plus fort qu'on va sans doute vers de nouveaux défis et une nouvelle ampleur de la question de la réinsertion. Alors, indépendamment de tout ce qu'on peut dire sur la première insertion, qui demeure toujours un sujet, l'insertion des étrangers, l'insertion des jeunes, 25% de taux de chômage chez les jeunes, qui déjà appellent des besoins, mais pour ce qui nous concerne, c'est-à-dire la réinsertion, on voit apparaître des besoins nouveaux, en plus de ceux qu'on connaissait déjà. Il y a bien sûr les personnes qui ont un passé judiciaire, que l'on connaissait déjà. Il y a bien sûr la question des personnes qui ont eu des accidents de la vie, notamment qui ont eu un handicap, et la réinsertion des personnes handicapées est aussi une politique qui est déjà menée, comme celle des personnes condamnées, mais il y a peut-être de nouveaux champs de la réinsertion qui risquent d'apparaître. Le premier, c'est finalement celui qui est lié à la fameuse reconquête des territoires au sein de la République. Il y a quelques années, on employait l'expression « les territoires perdus de la République » pour parler de certains quartiers. Aujourd'hui, le gouvernement a identifié des quartiers dits de reconquête républicaine. On voit bien en effet que dans un certain nombre de quartiers, il n'est plus question simplement d'insertion ou de lutte contre le chômage des jeunes, mais que plusieurs décennies de crise économique et sociale, de taux de chômage qui dépassent les 60%, de communautarisme de plus en plus marqué, ont abouti à des situations dans lesquelles il est besoin de procéder à une véritable réinsertion des habitants au sein de la société. C'est ça la reconquête républicaine. C'est rattacher ces quartiers à la société, ces quartiers où règne non seulement le communautarisme, mais aussi l'économie parallèle, le marché noir, des activités criminelles, parfois le prosélytisme religieux radical, enfin tout un tas d'activités et de valeurs qui sont très éloignées de la République. Et donc là, il y a un chantier de reconquête qui a été engagé, qui doit se vivre comme un chantier de réinsertion. Ensuite, de façon plus tendancielle, plus structurelle, se posent les questions de réinsertion liées au vieillissement de la population. Tout d'abord, il y a la question du chômage des seniors ou de l'emploi des seniors. Plus l'âge de la retraite augmente, plus on se retrouve avec des populations de 55, voire 50 ans et plus, 60 ans et plus, qui sont exclus du marché du travail, de fait, parce que le taux de chômage des seniors est très élevé, et
qui ont été sur le marché du travail, qui en sont exclus et qui pour autant ont besoin de revenir sur le marché du travail parce que les systèmes de pré-retraite ou de retraite anticipée ne sont plus envisageables au fur et à mesure que l'âge de la retraite est repoussé. Et donc là, il y a une vraie politique de réinsertion professionnelle de ces personnes. Voilà, qui vient s'ajouter à celle de la réinsertion déjà connue des chômeurs de longue durée éloignés par trop du marché du travail. Toujours au titre du vieillissement de la population, se pose aussi la question de la réinsertion des personnes âgées dépendantes. C'est un autre segment, mais on voit bien aujourd'hui que la dépendance, le grand âge, sont des facteurs d'exclusion de la société, de repli sur le domicile ou sur un établissement spécialisé, de limitation du vivre ensemble, ne serait-ce que par la difficulté à sortir, à marcher, voire à utiliser toutes ces capacités d'autonomie, notamment lorsqu'on est atteint par des maladies comme la maladie d'Alzheimer. Et finalement, il y a aussi une question du maintien du lien ou du retour d'un lien, une forme de réinsertion, là aussi de partie de plus en plus croissante de la population. Là encore, l'idée serait de permettre ou de trouver une façon pour ces ensembles de personnes de vivre dans la société sans un peu par elles-mêmes ou de revivre dans la société, de revenir dans la société en bénéficiant d'une certaine forme d'autonomie. Donc le défi de la réinsertion est large et s'élargit. Voilà. D'où l'importance de notre modèle, qui est de parvenir à une réinsertion sans assistance. Voilà. C'est notamment nécessaire pour des raisons d'efficacité, puisqu'on sait qu'une grande partie des politiques de réinsertion reposent directement ou indirectement sur des financements publics, soit qu'elles sont directement le fait de services publics, SPIP, services sociaux, soit le fait d'associations subventionnées par la puissance publique. Et donc, ça veut dire que l'ampleur des questions de réinsertion est importante. Si on veut qu'elle soit efficace, c'est-à-dire qu'elle puisse profiter au plus grand nombre, bien il faut peut-être qu'elle ne soit pas trop étalée dans le temps pour un individu donné. Et donc la question de l'efficacité pour faire face au défi de la réinsertion, c'est bien celui d'assister à un moment donné sans avoir à prodiguer un assistanat en permanence. Voilà. 2B, la nécessaire mobilisation des énergies. Donc, bien sûr, face à ce défi de la réinsertion dans la société, qui au final participe du défi de la lutte contre les fractures sociales qui traversent notre société, la lutte pour le vivre ensemble, dont on sait que c'est un défi de plus en plus fort, eh bien l'ensemble des énergies doivent être mobilisées, avec deux points dans ce 2B. D'abord, c'est un projet, d'abord ça concerne évidemment tous ceux qui sont déjà impliqués dans les politiques d'insertion et de réinsertion, les travailleurs sociaux, le secteur associatif, les différents acteurs publics, voilà, de la réinsertion. Sans doute faut-il poursuivre dans les démarches qui sont centrées sur la définition par la personne elle-même d'un projet individuel. Voilà, la démarche d'un projet individuel qui vient de la personne, par rapport auquel elle est responsabilisée, et ensuite par rapport à projet pour lequel elle est accompagnée, mais la démarche vient bien d'elle. Cette notion de projet individuel est sans doute un élément clé qu'il faut développer. C'est notamment ce qui est... ça a été un élément du passage du RMI au RSA, que de demander aux gens de définir un projet d'insertion. Voilà. Et le RSA a bien été une façon d'essayer de développer le volet réinsertion, peut-être trop absent, qui était devenu trop absent du RMI. On parle aussi de projets de vie, qui sont définis depuis 2005 pour les personnes handicapées, et c'est par rapport à un projet de vie qu'ensuite sont allouées les différentes aides, les différentes prestations aux personnes handicapées. Voilà, donc conserver cette logique d'un projet élaboré par la personne elle-même, qui permet de la responsabiliser et de partir d'elle. Ça, c'est important. Maintenant, tout cela ne saura fonctionner
que si la société elle-même souhaite accueillir. Je veux dire, il y a finalement 3 instances qui interviennent dans la réinsertion. Il y a la personne elle-même, et il est important de la responsabiliser avec le contrat. Il peut y avoir des aides qui sont données à la personne, et il y a aussi la société qui supporte, qui doit accepter de supporter la charge de l'insertion ou de la réinsertion de telle ou telle personne. Et qui ne doit pas considérer que justement il y a des services qui sont dédiés à s'occuper de la réinsertion et que la réinsertion c'est l'affaire simplement d'administration ou d'associations spécialisées et que ça n'est en aucun cas l'affaire de l'ensemble de la société. La réinsertion n'est possible, notamment une réinsertion qui se passerait à un moment d'une aide, qui n'aurait plus besoin d'un assistanat, n'est possible que si l'ensemble de la société accepte aussi de supporter la charge de la réinsertion, c'est-à-dire une société inclusive et accueillante et non pas une société qui exclut, une société d'exclusion. Et là, il y a beaucoup à faire. On peut toutefois être optimiste lorsqu'on voit qu'il y a eu au cours de ces dernières décennies un véritable effort quand même d'acceptation des personnes handicapées par la société. L'idée que les personnes handicapées devaient avoir une place dans la société, dans le monde du travail, mais aussi dans l'accès aux bâtiments, pour les personnes à mobilité réduite, dans l'accès aux différentes activités sociales. Il y a eu une véritable ouverture de la société, dont on peut se féliciter. On voit qu'en matière de personnes qui ont un passé judiciaire, il y a encore beaucoup à faire, notamment du point de vue de la société en général, d'un propriétaire, lorsqu'il est question d'avoir un loyer, du voisinage, mais aussi et surtout des entreprises. Et sans doute qu'une des clés, lorsqu'on parle de l'importance du rôle de la société, c'est le monde du travail, puisque le travail, l'emploi, est une façon quand même essentielle, un élément essentiel de la réinsertion dans notre société. Voilà. De même, on voit bien que le problème du travail des seniors, l'emploi des seniors, repose sur la difficulté du monde du travail à accepter ces personnes, à leur permettre de retrouver leur place sur le marché du travail. Et ce sont des défis réels que ces défis pour l'ensemble de la société. On pourrait même parler, pour terminer, d'un sujet extrêmement délicat qui se pose dans plusieurs pays européens, qui concerne la réintégration dans la société des personnes qui sont parties combattre pour l'État islamique en Irak. Des personnes, hommes, femmes, adolescents, enfants, dont on se pose même la question du retour sur le territoire national. Et différentes situations existent en Europe, mais voilà un cas typique où la capacité de la société à réintégrer, à redonner une chance, est particulièrement éprouvée. Voilà pour ce sujet des PIP, sujet qui est un peu étonnant quand même parce que très spécifique, très professionnel par rapport quand même au caractère souvent plus global des questions de culture générale. Je vous répète donc le plan, voilà, de ce devoir. Peut-on réinsérer sans assister? 1. L'assistance due aux personnes en voie de réinsertion doit... La personne due aux personnes en réinsertion... Grand 1. L'assistance due aux personnes en réinsertion doit se garder du risque de l'assistanat. 1A. Assister les personnes en voie de réinsertion est une exigence pour la société. 1B. Le piège de l'assistanat. Grand 2. Face aux nouveaux défis de l'inclusion, un effort de l'ensemble de la société est nécessaire pour parvenir à réinsérer sans assister. 2A.
les nouveaux défis de la réinsertion. 2A, l'ampleur nouvelle des défis de la réinsertion, du défi de la réinsertion. 2B, la nécessaire mobilisation des énergies. Voilà, un plan somme toute classique quand même.